Bien, merci. Avec cette intervention, je suis vraiment hors de ma zone de confort. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Simplement, il se trouve qu'il y a 6 ans exactement, à quelques jours près, avec Véronique Larosé, nous sommes allés visiter une maison forte en Normandie et dont notre hôte propriétaire a posé cette question, tiens, est-ce que l'économie sociale ne serait pas née au Moyen-Âge ? Je dois dire que sur le coup, ça m'a absolument... j'ai voulu oublier cette question dès l'instant. Et en fait, je ne pouvais pas imaginer que pendant les 6 années qui allaient suivre, il ne se passerait pas une semaine, voire pendant les premières années, une journée, sans que j'ouvre un livre sur le Moyen-Âge. Donc, alors c'est Alain de Libera qui dit quand on questionne le Moyen-Âge transforme votre question. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis d'abord posé la question, est-ce qu'on pouvait penser, une question que des historiens ont déjà posée, dont certains sont dans la salle, est-ce qu'il n'y a pas des origines médiévales à la mutualité en particulier ou à l'économie sociale? Et puis très vite, la question s'est transformée, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'existerait pas une économie sociale médiévale, tout simplement? Et puis après, carrément, et il y en a qui vont peut-être bondir, je me suis dit, mais est-ce que l'économie sociale, en tout cas celle du XIIe, XIIIe siècle, ne serait pas fondamentalement... Est-ce que l'économie médiévale du XIIe et XIIIe siècle ne serait pas fondamentalement une économie sociale, l'économie dominante, c'est-à-dire une économie marchande, mais sociale. Et là, après, j'ai tenu cette hypothèse y compris pour comprendre les origines du capitalisme et du mercantilisme ou du capitalisme financier qui naît à Florence avec les Médicis. Mais voilà, donc... mais évidemment, la question est extrêmement complexe. Je ne suis pas historien, bien sûr, je ne suis pas ni médiéviste ni même historien. Et donc, j'ai simplement lu des travaux d'historiens et puis noté, sans avoir d'hypothèse préconçue. Simplement, la précaution que j'ai prise, c'est que je me suis dit, l'erreur, ce serait de transposer notre définition d'économie sociale et solidaire, qui elle-même est déjà très fluctuante au cours des 30 dernières années, et de dire est-ce qu'on peut la trouver telle qu'elle dans une période qui n'a rien à voir avec la nôtre ou pas grand-chose. Et non, je me suis dit, bon, après tout, qu'est-ce que l'économie sociale ? En fait, c'est la première question que pose une exploration de ce type. Finalement, ce sont des groupements de personnes qui se réunissent sur la base du volontariat, d'une égalité des voix, et d'une solidarité entre ces personnes et qui réalisent une activité économique à des fins collectives. Voilà, c'est la définition que je me suis donnée, quoi. Et à partir du moment où on dit ça, on trouve plein de choses. On trouve évidemment des monastères. On a parlé quand même, il y a des historiens qui ont parlé d'invasion monastique, tellement il y avait de monastères en Europe occidentale qui se sont installés partout. Le paysage ne serait pas le même aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les monastères au cours déjà le Haut Moyen-Âge, puis le Moyen-Âge central. Bien sûr, les chartes de liberté à la campagne, les chartes des villes, évidemment, en particulier dans les Pays-Bas ou en Italie du Nord, les confréries de tout type, les associations de métiers, voilà, et j'en passe, quoi, les guildes, etc. Donc, si vous voulez, on est face à quelque chose de foisonnant, et vous pouvez prendre n'importe quelle portion du territoire d'Europe occidentale, urbain ou rural, et vous allez retrouver l'essentiel de ces formes d'une façon ou d'une autre dans le paysage. Donc elles sont extrêmement marquantes. Donc, ne serait-ce que pour présenter cela maintenant, j'étais déjà dans l'embarras parce que je me disais par quoi je commence. Alors je vous propose de présenter un cas parmi 100, et puis de le présenter très rapidement, puis après de tirer 2 ou 3 fils, mais vraiment je vais être très bref. Le premier, donc, je vais vous lire quelques extraits de la charte des Escartons du Queyras, signée en 1343 par le prince Humbert II, prince du Briançonnais, qui dit dans l'article 2 « Les habitants des communautés briançonnaises ont désormais le droit de se réunir où et quand ils le désirent, sans autorisation et sans la présence d'un officier pour leurs affaires communes. Ils sont libres. » Article 4 « Ils sont déchargés de tout impôt et de toute taille. »
Article 15. Les châtelains ne pourront plus se faire payer lorsqu'ils apposeront leur sceau sur les lettres des habitants de leur châtellerie. Article 17. Les Briançonnais ont dès aujourd'hui le droit de construire des canaux pour arroser leurs terres, prendre l'eau aux torrents et rivières sans avoir à payer le droit d'usage ni au dauphin Humbert, ni à ses héritiers et successeurs. Bon, etc. Quoi. Il y en a, voilà. L'article 25, le seigneur dauphin promet solennellement que ni lui ni ses héritiers ou successeurs ne pourront porter atteinte en quoi que ce soit aux articles contenus dans le contrat. Donc là, c'est une prévention sur l'avenir. Et en fait, c'est une république qui est en train de se mettre en place. Il y en a 5 qui sont contigus, comme ça, autour de Briançon, Le Queyras, 2 qui sont aujourd'hui en France et 3 qui sont côté italien, et qu'on va appeler des escartons, qui est à l'origine un impôt. Et ces 5 escartons vont faire une république des escartons. Et donc il y a et cette république des escartons, en tout cas cet escarton côté français, va durer de 1343 jusqu'à 1790, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, pendant toute cette période, les communautés se réunissent pour la gestion de leurs affaires communes. L'escarton est une organisation d'assurance mutuelle qui assure 3 fonctions: le vote de la répartition et le prélèvement annuel des impôts, la défense des libertés politiques, économiques, ainsi que la défense militaire, l'organisation d'un service d'entraide. Le pouvoir est exercé non par les communes, mais par les communautés villageoises, c'est-à-dire les villages et hameaux. Ces communautés se réunissent en assemblée et décident de leur organisation. Chaque foyer a une voix et élit tous les ans un consul. Dans les situations où il y a un seul habitant, même une femme veuve par exemple, elle bénéficiait du même pouvoir de représentation que les autres foyers. C'est par foyer. Donc la répartition des tâches, des contributions, la valorisation et l'entretien des biens communs, les travaux collectifs, entretien des canaux, des chemins, des bois, surveillance des torrents, prévention des incendies, faire vivre les fruitières, dont Alain Mello nous a parlé ce matin pour le Jura, le four à pain, entretien des chapelles, fontaines, etc. Les communautés villageoises désignent un consul au niveau de leur commune. Il y a 7 communes dans le Queyras de l'époque, Seillac n'en fait pas partie. Et le conseil de l'Escarton est donc composé de 7 consuls qui représentent les 7 villages et du secrétaire de l'Escarton. Actuellement, si vous allez dans la mairie de Châteauville-Vieille, donc c'est la commune un peu centrale du Queyras, et vous montez au premier étage du bâtiment communal, vous verrez la dernière armoire qui date évidemment d'avant la Révolution, qui a 8 serrures, parce que les décisions étaient prises à l'unanimité des villages, et donc il y avait une serrure par consul, plus la serrure du secrétaire général. Et si on ouvre, alors on peut pas ouvrir l'armoire, hein, mais vous pouvez la voir, en tout cas à toute heure, la porte est ouverte. Et quand on ouvre cette armoire, elle est divisée en 8 parties, où on a les archives, les mêmes archives, donc co-signées par l'ensemble des 8 représentants. Donc cette histoire a été extrêmement marquante, et aujourd'hui, dans les écoles de ces 7 villages, on apprend l'histoire de l'Escarton. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement prégnante, et je ne sais pas si c'est un hasard, c'est un peu là un raccourci évidemment que je fais, mais aujourd'hui l'économie de ces 7 villages, Racine, est extrêmement marquée par la vie associative, communautaire et coopérative. Il y a une association sociale et culturelle qui réunit 500 membres pour 2500 habitants, donc j'imagine que tout le monde y est, quoi. Et il y a 2 SCOP, une coopérative d'artisans qui réunit pratiquement l'ensemble des artisans, une coopérative agricole. Les coopératives agricoles et SCOP font partie de la coopérative d'artisans. Les stations de ski sont des stations villageoises. Il y a un parc naturel régional. Il y a toujours les traditions, le droit d'affouage, le droit de l'entretien des fontaines, etc., et des fours à pain, est toujours communautaire à l'échelle des hameaux. Et donc, vous voyez que, en fait, tous ces droits, tous ces communs qui se sont mis en place, essentiellement, en tout cas, pendant cette période, bien sûr, il y a eu énormément de transformations depuis, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a en grande partie, il fonctionne, et il fonctionne, ce qui est intéressant, avec des règles différentes selon les hameaux. Et donc, c'est vraiment resté, d'une certaine façon, en lien avec des traditions extrêmement locales.
Alors, pendant longtemps, parce que je connais cette histoire depuis longtemps, en fait, sur l'histoire du Kéra, et longtemps, j'ai pensé que c'était une exception. Et en fait, en travaillant sur cette économie sociale médiévale, je me suis rendu compte que cette situation était extrêmement courante au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'en général, elle ne s'est pas maintenue au moment de la Renaissance et dans les siècles suivants. Donc, ce qui est exceptionnel dans cette histoire que je viens de vous raconter rapidement, c'est l'inscription dans la durée jusqu'à la Révolution française. Mais, par contre, les chartes de liberté telles que celles dont je vous ai lu quelques extraits, on la trouve dans de très nombreuses vallées alpines, mais aussi en plaine. Je l'ai regardé pour la Thiérache, dans le nord de la France. Il y a des chartes de liberté extrêmement intéressantes. Et puis, évidemment, si on regarde du côté des villes, alors là, c'est encore bien plus important, puisqu'il y avait un champ d'action beaucoup plus large pour les échevins des villes du Nord, en particulier de Saint-Quentin, Cambrai, Arras, Douai, etc., que dans les campagnes. Alors, je ne sais pas expliquer ce phénomène, simplement en lisant les médiévistes, les historiens médiévistes. Je vous donne quelques citations. Pierre Michaud-Quentin, qui a fait un magnifique ouvrage qui est sur Universitas, expression du mouvement communautaire dans le Moyen-Âge latin. Il dit « Le mouvement associatif constitue l'un des phénomènes essentiels de la réalité sociale et de la spéculation juridique au Moyen-Âge. » Catherine Vincent, directrice du laboratoire à Nanterre, la ville médiévale est un espace d'association. Hélène Millet, dans un ouvrage collectif coordonné par Le Goff, la pratique de la démocratie directe faisait bien partie du paysage mental des hommes de l'Occident médiéval. Et on pourrait multiplier comme ça les citations qui montrent qu'en fait, vraiment, je ne sais pas pour vous si vous trouvez ça naturel, mais j'avais absolument pas, je soupçonnais absolument pas personnellement qu'on pouvait définir le Moyen-Âge central, en tout cas, comme essentiellement un monde associatif, essentiellement. Donc, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'avec l'an 1000, après l'an 1000, l'Europe connaît une grande expansion démographique et économique, dont Georges Duby a été un des premiers spécialistes. Et donc, on voit le défrichement des forêts, le drainage des marais, la mise en culture des sols, la construction des églises en pierre et des villages, qui dessine un paysage rural qu'on connaît encore aujourd'hui. De nouvelles formes d'entraide et de solidarité se développent partout, l'acquisition de nouveaux droits, la multiplication des échanges marchands, la création et l'organisation des métiers, l'essor des villes autour des activités marchandes et des métiers, le renouveau de la pensée, l'organisation des enseignements, la naissance des universités, caractérisent cette période où l'on voit naître des pratiques sociales nouvelles fondées sur la liberté, sur la démocratie et sur la solidarité. Cette effervescence est telle que depuis Askin en 1927, les médiévistes s'accordent sur le terme d'une renaissance du XIIe siècle, tout à fait indépendant de la renaissance, évidemment, du XVIe. Ce qu'on observe, c'est que dans la longue histoire de la constitution du moi, de la personne, cette période apparaît comme un temps où la conception stoïcienne de la personne morale connaît un nouvel essor, surtout à travers la lecture de Cicéron, qui est l'auteur le plus lu à l'époque, et où naît, à travers la sécularisation monastique et le mysticisme, une conscience individuelle. Cette conscience est remarquable, par exemple chez François d'Assise, Valdès de Lyon, Fra Dolcino, Marguerite Protet. Et au Moyen-Âge, elle se distingue de la conscience collective sans nier celle-ci. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans des groupes sociaux indépassables. C'est le sens du livre de Jacques Le Goff, L'homme médiéval, qui n'est pas un livre sur l'homme médiéval, mais sur les hommes du Moyen-Âge, avec le laboureur, le moine, le chevalier, etc. C'est-à-dire que l'existence se déroule dans le cadre de collectivités préexistantes, et je cite Michaud-Quentin, dans les collectivités laïques qui cherchent précisément à accéder au statut collectif et à l'affirmer, pour la désignation desquelles il n'existe pas de vocabulaire préétabli, l'emploi de universitas et le témoignage de la prise de conscience par leurs membres mêmes ou de la reconnaissance par des étrangers
du fait que l'on n'est pas en présence d'un groupe de fait, mais d'une véritable communauté possédant en tant que telle une consistance institutionnelle, assurant à l'ensemble des membres qui la composent une vie collective réelle. Donc, du point de vue de la relation entre individus et groupes, un premier lien pourrait être proposé entre économie sociale et Moyen-Âge. Tous deux, pour des raisons différentes, procèdent d'une articulation ou d'une forme d'équilibre entre la conscience individuelle et la conscience collective. L'appartenance à un groupement de personnes qui réalisent une action collective suppose à la fois l'engagement d'être actif au sein du groupe et le respect des décisions prises par la majorité des membres, quand bien même nous nous sommes prononcés contre cette décision. La liberté que permet l'engagement volontaire, premier principe coopératif, est limitée par le deuxième principe, celui de l'égalité démocratique, qui pose le pouvoir de la majorité sur la minorité. Alors, ce qui est intéressant, je vais peut-être, si j'ai encore 5 minutes, ou pas? Non. Pas tant. Alors 1 minute, du coup. Non. 3-4, on peut négocier. Ah, 3-4, on négocie. Bien, 3, ça va. Alors là, c'est vraiment pour provoquer, terminer par une interpellation. On pourrait faire vieillir l'association de loi 1901. Elle n'est pas âgée, en fait, de 119 ans, mais j'ai calculé 1240 ans, en fait. Parce qu'en fait, on pourrait dire que le statut associatif date de 779. C'est en effet l'emploi du mot « guilde » par les auteurs médiévaux date de la rédaction des capitulaires carolingiens. Le concept trouve ses principaux éléments dans la plus ancienne attestation du mot « guilde » désignant un groupe social, c'est-à-dire le capitulaire de Charlemagne de Herstal, datant de 779. Le sens donné à la guilde précise le type de serment promissoire et annonce clairement l'association au sens moderne. Les guildes sont des groupes créés par convention, consentement et contrat. Ce sont des associations libres. Le capitulaire de Charlemagne précise que la guilde a pour objet l'entraide. Il s'agit d'un système de secours mutuel destiné à remédier à toutes les situations de détresse, à offrir une protection réciproque et une assurance sociale au sens large. Alors, au cours des 11e, 12e, 13e siècles, ces associations, ces guildes recouvrent une large réalité. Dans un premier temps, elles sont combattues en raison du serment. On n'a pas le droit de prêter serment à quiconque autre qu'à Dieu. Mais néanmoins, elles existent. Et elles sont tolérées dès lors que le serment n'est pas un serment qui trahit la promesse à Dieu. Mais dans un second temps, à partir du XIe siècle, la guilde est une association de solidarité qui regroupe sur la base d'une ville les marchands, mais aussi après les artisans, dont les intérêts et la sécurité demeurent mal garantis par les liens de dépendance et de protection du système féodal. Donc voilà, je voulais juste signaler cela pour dire, c'est au sein même du système féodal qu'on voit se développer ce mouvement qui le déborde très vite. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au début, j'imagine que vous posez aussi cette question, mais comment se fait-il que dans une société aussi hiérarchisée, ce soit possible? Eh bien, on se rend compte qu'elle n'est pas tant que ça à l'époque. Après, elle le devient, y compris à travers les corporations. Mais au moment des guildes et les premières confréries, il y a même possibilité de changer d'ordre. C'est tout à fait possible. Voilà. Merci. Merci.